Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci pour cette présentation. Et merci surtout à la Ligue des droits de l'homme pour son invitation à venir proposer un certain nombre de réflexions sur cette question de la solidarité au mérite et d'essayer de reposer un certain nombre de faits, un certain nombre d'analyses sur cette question de la solidarité et de ses transformations contemporaines dans un contexte alors, méritocratique. Et je vais essayer de donner un tout petit, des éléments de définition d'un certain nombre de ces catégories. Je voudrais procéder en deux temps dans cette analyse. Le premier temps, ce sera essentiellement un retour sur des notions et un retour sur une histoire sociale, une histoire de notre modèle de solidarité, sans vouloir, encore une fois, parler du passé pour parler du passé, mais parler des événements fondateurs d'un certain état des droits en matière sociale dans notre société, et pour essayer de comprendre un certain nombre de tensions autour des droits sociaux qui traversent de manière extrêmement forte l'ensemble de notre histoire, en tout cas depuis la Révolution française, depuis qu'on est dans un contexte d'affirmation de la liberté, de l'égalité devant la loi. Donc une première série de réflexions à dimension plus conceptuelle et historique pour poser un certain nombre d'éléments qui, aujourd'hui, font apparaître la fragilité d'un certain nombre de droits, ou plutôt la fragilisation d'un certain nombre de droits sociaux dans le contexte d'une forte poussée méritocratique. Alors, qu'est-ce qu'on peut... On va commencer par définir les termes. Le mérite, c'est... l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et donc, c'est bien l'idée que dans une société qui affirme la liberté et l'égalité de tous les hommes, on dirait aujourd'hui de tous les hommes et de toutes les femmes, bien sûr, eh bien, la contribution, la participation à la société est le seul principe qui justifie l'inégalité, qui justifie la différence sociale, qui justifie la hiérarchie et la reconstitution, finalement, d'un haut et d'un bas qui ne repose plus sur des ordres, qui ne repose plus sur l'ascendance, mais qui repose sur la contribution positive à l'organisation, à la vitalité de la vie sociale. Donc évidemment, la méritocratie, c'est une manière de justifier, de comprendre les inégalités dans le monde moderne, mais j'y reviendrai, c'est aussi les éléments d'un contexte très contemporain et devant lequel je crois que nous sommes toutes et tous placés, qui est un contexte d'affirmation radicale et radicalement problématique de la responsabilité individuelle au détriment de la responsabilité collective dans le destin que nous avons les unes et les autres. C'est l'idée très simple que celui qui réussit ne le doit qu'à lui-même et que celui qui échoue, celui dont la vie est marquée par le dénuement, la pauvreté, l'exclusion, ne doit ses difficultés qu'à lui-même et non pas à l'organisation sociale. Et donc, méritocratie radicale, c'est une manière de dire que nous vivons dans une société dans laquelle les principes on va dire, de la responsabilité individuelle sont en tension fondamentale avec le principe de la solidarité, avec l'idée qu'il y a, et c'est ça la solidarité fondamentalement dans le modèle social français, c'est l'idée d'une dette qu'a la société envers toutes et tous ses citoyens. C'est l'idée que nous sommes tous créditeurs de droits de par notre appartenance à la société. C'est quelque chose qui a été affirmé très fort sous la Troisième République, quand ce vocable de solidarité est venu construire un consensus autour des valeurs républicaines et des premières lois sociales protégeant les indigents, les vieillards. Et c'est vraiment la première étape de la construction de notre modèle social. Donc c'est la tension entre cette idée de droit
de droit-créance, inscrit dans une dette de la société vis-à-vis des individus, et le principe méritocratique de la contribution et de la responsabilité individuelle que je voudrais explorer avec vous. Je vais le faire donc de deux manières, en repartant dans l'histoire et puis en essayant de saisir un certain nombre d'enjeux contemporains. D'abord, première étape que je voudrais rappeler, c'est celle juste après la Révolution française, de l'affirmation de la réappropriation par les pouvoirs publics de prérogatives sociales qui, comme vous le savez parfaitement, étaient très largement dévolues à l'Église dans la période de l'Ancien Régime, les hôpitaux, les dispensaires, tout cet ensemble, le maillage d'assistance sociale était presque intégralement, exclusivement organisé, pris en charge par l'Église. Et au moment de la Révolution, il y a eu l'affirmation que c'était bien un devoir sacré de la nation que de porter assistance à celles et ceux qui étaient dans le besoin et de les aider et de leur permettre de subvenir à leurs besoins. Ces principes, ils ont été affirmés dans ce qu'on a appelé le comité de mendicité, qui était présidé par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt. Et donc, simplement, ce que je voudrais dire ici, c'est qu'au moment de cette affirmation fondamentale du principe que c'est au pouvoir public de prendre en charge la situation, les besoins des personnes qui sont dans le dénuement, dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins, il y avait déjà un grand partage qui s'affirmait entre des personnes qu'on considérait comme invalides, qui pouvaient s'appuyer sur une appartenance locale à une communauté, et ce qu'on voit toujours avec le principe de la domiciliation, bien sûr, et des personnes qui étaient valides et pour lesquelles le travail était l'horizon quasi exclusif de leur appartenance à la société. Alors, la société française, elle a connu une modernité politique et une modernité industrielle moins radicale que certains de nos voisins, notamment l'Angleterre. On n'a pas créé en France ce qu'on a créé en Angleterre. Ça a été évidemment au cœur du livre de Karl Polanyi sur la grande transformation, des maisons pour les pauvres dans lesquelles on enfermait les plus pauvres avec l'idée que toute situation devait être préférable à celle-là. Et donc il fallait accepter n'importe quelle condition d'emploi sur le marché plutôt que d'être dans les workhouses ou les poorhouses qui étaient vraiment le repoussoir absolu. Donc on n'a pas été aussi loin, mais néanmoins, dès l'affirmation, on pourrait dire républicaine, du devoir sacré de solidarité envers les plus démunis, il y a une ambivalence et ce devoir n'est jamais totalement inconditionnel. Alors cependant, il y a eu deux moments, et je vais très vite, donc nécessairement je caricature et par avance je m'en excuse, mais il y a eu deux moments dans notre histoire sociale qui ont permis de franchir des seuils dans le volume des transferts sociaux, dans la qualité des droits qui ont pu être accordés aux citoyens en matière de protection sociale. Premier moment, c'est évidemment sous la Troisième République, des lois fondamentales de protection de l'enfance, des droits pour les indigents, pour les vieillards, pour les personnes malades, pour les infirmes. La République s'est construite en octroyant un socle de droits qui donnait aux plus vulnérables, finalement, l'assurance de ne jamais être laissés absolument dans le dénuement. Et la République, la Troisième République, a construit une partie de sa légitimité, évidemment, sur la question scolaire, on le sait tous, mais elle a construit aussi sa légitimité dans ses fondements d'un socle de droits, un socle de droits minimal, un socle de droits qu'on pourrait caractériser comme assistentiel, un socle de droits qui, néanmoins, a posé les jalons des progrès futurs et des progrès qui se sont construits notamment autour, et ça sera essentiel, le deuxième moment, autour de la réorganisation de notre société autour des assurances sociales. Alors les assurances sociales, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'assurance sociale, on ne peut plus parler de responsabilité des individus. Pendant tout le XIXe siècle, le patronat, confronté à la multiplication des accidents du travail des ouvriers dans les fabriques, le patronat a combattu l'idée d'assurance et l'idée notamment d'assurance obligatoire. Pourquoi ? Parce que l'assurance obligatoire
faisait, excusez-moi l'expression, elle est vulgaire, mais faisait sauter le principe de la responsabilité individuelle. L'assurance sociale, c'est un risque qui est collectif, c'est un risque qui est mesurable, et donc c'est un risque qui est finançable par le biais de la socialisation d'une partie de la valeur produite pour construire des droits à la protection contre les accidents du travail. D'abord, la loi de 1898, qui est vraiment la loi fondatrice, autour duquel l'idée d'assurance obligatoire, qui aura quand même mis 20 ans à être votée, cette loi de 1898, étant donné les résistances acharnées par rapport à cette introduction. Et c'est autour de ces assurances que la société française va se réorganiser sous l'impulsion évidemment du Conseil national de la résistance après la Seconde Guerre mondiale par une série d'ordonnances promulguées en octobre 1945, une série d'ordonnances qui inscrivent les assurances sociales au cœur de la société, au cœur de la protection sociale et qui font dire aux idéologues libéraux qu'à ce moment-là, on change radicalement de civilisation du fait de cette technique de la socialisation des risques. La collectivité construit des risques collectifs vis-à-vis duquel elle assure une prise en charge et une prise en charge financière. Et si vous regardez aujourd'hui les situations des personnes qui sont les plus démunies dans la société française de 2023, c'est les personnes qui rencontrent des risques sociaux qui n'ont pas été prévus à ce moment-là, les jeunes, parce que la jeunesse n'existait tout simplement pas, donc elle n'était pas pensée comme un risque, les familles monoparentales, parce que tout simplement, la sécurité sociale, elle s'est construite, et c'est une de ses caractéristiques fondamentales, autour de la protection du travail salarié, masculin, et en organisant la protection de manière dérivée et indirecte des ayants droit, des femmes et des enfants. Et donc, ça, je reviens là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est notre modèle de protection sociale. Il a réussi une victoire historique contre la pauvreté. Elle a baissé très fortement, et ça, c'est vraiment un point de difficulté, parce qu'on est tous confrontés à l'augmentation de la pauvreté et au scandale de l'intensité et du nombre de personnes en situation de difficulté. Mais si on regarde un peu froidement des indicateurs monétaires, la pauvreté était beaucoup plus importante dans les années 60-70, au cœur des Trente Glorieuses, tout simplement parce que les personnes âgées étaient massivement en situation de pauvreté et que les retraites ont réussi à les en faire sortir. Et donc, ce qui est absolument fondamental, c'est que ces assurances ont assuré des volumes de transferts qui ont permis d'endiguer et presque d'annuler la pauvreté. Alors presque, parce que c'est la deuxième partie de cette histoire, ce modèle ascendant de protection et de droit qui a très bien fonctionné jusque dans les années 60 et 70, a été heurté de plein fouet par une série d'évolutions. Le chômage de masse, bien sûr, et le chômage de masse, dans une société qui construit sa protection sociale sur le travail, c'est évidemment une tragédie. Pourquoi ? Parce que quand vous perdez votre travail, vous perdez des revenus, bien sûr, vous perdez une identité sociale fondamentale, bien sûr, vous perdez des relations sociales, mais vous perdez aussi votre protection sociale. Et donc la solidarité, excusez-moi, j'ai mis longtemps à y arriver, mais la solidarité, elle a été réinventée dans les années 80 pour pallier les effets de la mise à l'écart, non seulement de l'emploi, mais aussi de la protection sociale dérivée de l'emploi pour toutes les catégories qui étaient victimes de la désindustrialisation, de la rationalisation économique, les centaines de milliers et les millions de chômeurs qui ont été créés dans les années 70 et 80, non seulement avaient perdu leur ancrage social fondamental, ils étaient devenus ce qu'Hannah Arendt appelle des travailleurs sans travail, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre identité possible que d'être des travailleurs et il n'y a plus de travail, d'où évidemment cette tragédie et les effets sociaux délétères qu'on ne peut que constater depuis, mais ils perdaient aussi leur protection sociale. Et donc la société française, et c'est là que la question de la solidarité revient, en 1988, elle décide d'apporter une réponse, et cette réponse, ça va être de reconstruire une politique de solidarité, non pas au sens d'un ensemble qui crée une forme d'interdépendance entre des salariés, par exemple, mais des prestations sous conditions de ressources, des prestations d'assistance sociale sous conditions de ressources, qui sont déconnectées de la contribution par le travail, ça s'appelle le revenu minimum d'insertion, et qui est véritable, qui revient, qui fait appel au préambule de la Constitution 1946, qui fait appel
au vocable du comité de mendicité révolutionnaire pour réaffirmer le devoir sacré de la nation d'apporter un minimum de ressources à celles et ceux qui n'ont plus rien. Et donc la solidarité, elle est réinscrite dans notre paysage social depuis ce moment fondateur. Et ce moment fondateur s'exprime, se reformule exactement dans le vocabulaire républicain de la Troisième République en disant il y a les individus sont créditeurs d'une dette de la société vis-à-vis d'eux. Et ce qui s'est passé depuis ce moment-là, évidemment, le RMI a été un énorme progrès. Et le RSA aujourd'hui, la société se porte beaucoup mieux avec lui que sans lui. Il faut le dire, c'est le plus important. Mais néanmoins, et Jaurès, dont j'ai vu les œuvres tout à l'heure, avait déjà formulé cette critique sur les lois assistentielles de la Troisième République en disant attention, des prestations sociales qui sont financées par l'impôt, qui sont financées par des gens qui ne cotisent pas, elles vont créer une forme de relation sociale d'infériorité pour celles et ceux qui en bénéficient. Le terme de bénéficiaire devrait tous et tous nous interpeller. On a la jouissance d'un droit, on ne bénéficie pas évidemment d'une faveur. Et donc, ce qui s'est passé à partir du retour à grande échelle de l'assistance dans notre paysage social, c'est une lente, mais néanmoins très radicale dérive de l'affirmation du devoir de la collectivité de porter assistance et du droit à un revenu et à un accompagnement, c'était la formule originale du RMI, à une affirmation de plus en plus nette, du devoir des individus de rendre des comptes à la collectivité. Et ça, c'est vraiment une évolution qui marque les étapes de notre histoire sociale depuis 1988. On a réinventé une solidarité, mais une solidarité non contributive, une solidarité sous condition de ressources, une solidarité qui place les personnes qui en bénéficient dans une situation d'être demandeuses et qui les place dans une situation d'infériorité sociale. Et la société n'accepte pas les droits qu'elle a promulgués véritablement. Elle ne les accepte pas tout simplement parce que ce sont des prestations qui vont entrer en tension avec l'attachement à la valeur du travail, avec aussi la dégradation des conditions d'emploi et de travail de très larges catégories de la population qui voient ces prestations sociales très minimales, qui assurent à peine la survie des gens, comme des privilèges indus. Et donc, la thématique de l'assistanat, elle est issue de cette réintroduction à très large échelle et de manière non expliquée par les pouvoirs publics de l'assistance et du retournement d'une partie de la population, et notamment des catégories populaires les plus proches de ces situations et qui parfois bénéficient même de ces aides, contre ces statuts d'assistés. Tout s'est passé comme si les frontières de l'éligibilité au droit étaient devenues des frontières sociales qui opposent celles et ceux qui ne peuvent pas recevoir d'aide parce qu'elles ont 1, 10 euros, 20 euros de trop et que donc elles s'estiment lésées par rapport à des privilégiés qui sont souvent essentialisés, racisés, assignés à des identités différentes. Et donc, pour aller très vite à l'essentiel, parce que je crois que j'ai mangé l'essentiel, la quasi-intégralité de mon temps pour la première partie, mais je voudrais juste souligner... Il vous reste 1 minute, c'est le rôle de Pimprenel de le rappeler à Nicolas, c'est facile à dire. Je vais aller très très vite, de dire que ce à quoi on assistait dans cette réintroduction de la responsabilité individuelle dans le droit social, c'est ça l'histoire que je viens de raconter, à une corrosion du droit. Corrosion du droit, pourquoi ? Parce que le droit est rendu dépendant de comportements individuels, d'une mobilisation individuelle, d'un engagement à des activités qui aujourd'hui, dans la loi sur le plein emploi, sont quantifiées en 15 heures. Et c'est un symbole d'avoir évidemment mis un nombre d'heures d'activités individuelles. Une corrosion du droit aussi parce que, de fait de ces pressions sociales, le montant des prestations relativement au salaire de référence n'a cessé d'être abaissé pour accroître le différentiel avec celles et ceux qui travaillent, souvent des femmes, dans des emplois à mi-temps au niveau du SMIC. Et évidemment, l'effet, ça a été de créer du non-recours au droit, de l'exclusion des droits. Et on sait tous à quel point le non-recours, l'absence de droit est cumulative. Si vous n'avez pas ces prestations, vous ne pouvez pas bénéficier des autres droits qui leur sont liés. Donc, on a tout un ensemble d'effets cumulatifs. Et le point sur lequel je voudrais conclure, c'est de dire que
on pourrait avoir tendance à imaginer ou à penser, peut-être c'est une facilité contre laquelle il faut se garder, que la promotion de la rhétorique de l'assistanat et tous les effets concrets en matière de réduction des droits, de sanctions, de contrôle pour les allocataires des prestations sociales et de réduction des montants de ces prestations sociales sont l'effet d'entrepreneurs politiques un petit peu opportunistes ou très opportunistes. Mais je pense que le mal est plus profond et que cette idée d'assistanat est très ancrée jusqu'au sein de catégories très larges de la population pour une raison très simple, c'est que les ressources de respectabilité sociale, les ressources de dignité sont extrêmement rares, peut-être autant que les revenus, peut-être autant que les positions sociales assurées. Et que finalement, mettre à distance l'assisté, c'est une des rares manières de conserver sa respectabilité et sa dignité pour une partie de la population. Je vous remercie. Merci Nicolas.